Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Chantal Doré au micro, heureuse de vous retrouver. Cette semaine, aux Héros Anonymes, nous avons pour vous des sujets qui sauront certainement vous intriguer, répondre à des questions que vous avez peut-être en tête ou encore vous toucher à un niveau plus intime. Les organismes que nous recevons aujourd'hui aident des personnes qui vivent des transitions parfois difficiles dans leur vie, et ce, par des manières complètement différentes. Ainsi, certaines personnes ont un vague à l'âme pour des raisons temporaires, mais choisissent malheureusement une solution permanente. C'est ce qui est arrivé au jeune Robin, qui a mis fin à ses jours à l'âge de 21 ans. C'était l'amie de la fille d'André Renaud, et cette nouvelle a été pour elle une onde de choc. André s'est demandé comment elle pouvait aider en prévention du suicide. L'avocate de profession et aussi propriétaire d'une écurie a décidé de mettre sur pied la fondation équestre Red Robin qui offre du soutien thérapeutique grâce aux interactions avec ce noble animal qu'est le cheval. Nous la recevrons en première partie des Héros Anonymes. Pour d'autres personnes, le vague à l'âme origine d'un enjeu d'identité. Se sentir femme ou homme alors que ce n'est pas le sexe qui nous a été assigné à la naissance peut parfois entraîner des difficultés. Ce parcours identitaire est jonché plutôt de difficultés intérieures, bien sûr, mais aussi extérieures, car les personnes trans doivent composer avec un regard qui est parfois plein de jugements ou simplement plein d'interrogations. Notre deuxième invitée cette semaine s'appelle Victoria F. Legault, elle-même une femme trans, directrice générale de l'organisme Aide aux trans Québec. Une courte pause et on reçoit André Renaud. André Renaud est avocate de profession et a un jour vécu malheureusement un choc important dans sa vie, ou plutôt dans celui de sa fille, qui est le décès d'un de ses amis, un suicide malheureusement du jeune Robin. Et ça l'a amené à se poser des questions sur la prévention du suicide. Sa solution a été de fonder la fondation équestre Red Robin afin de faire en sorte de déployer des solutions pour que plus jamais une telle situation arrive. Et c'est par le biais de ces majestueux animaux que sont les chevaux que André a choisi d'amener sa solution. André, bonjour. Bonjour. C'est une histoire particulière et touchante. Qu'est-ce qui vous a amené À créer la fondation? Oui. Écoutez, c'est un petit peu comme vous l'avez mentionné. Là, c'était suite à un événement tragique qui a été le suicide de Robin. Robin était un jeune homme qui était vraiment le type de personne de qui on peut pas même imaginer qu'il pourrait passer un tel geste. Oui. Donc, puis il avait l'âge de mes jumelles. Donc, ça me fait réaliser que, bon, il n'y a pas de signe avant-coureur. Personne n'est à l'abri. Puis, on peut être démuni devant une situation de détresse. Puis même des situations soudaines qui ne sont pas étalées là, sur une grande période. Donc, ça m'a fait poser des questions. Puis, j'ai toujours aimé aider, là, que ce soit dans mon parcours professionnel ou philanthropique. Comme vous l'avez indiqué, je suis avocate, je suis aussi instructeur de karaté. Puis, cette situation-là, je me suis dit comment moi, je peux aider, qu'est-ce que je peux faire? C'est que ça m'a emmené à aller chercher une formation supplémentaire en relation d'aide. Puis, dans le cadre de cette formation-là, j'ai été mis en contact avec la thérapie assistée par les chevaux. Puis, ça m'a permis de découvrir comment c'est
belle bête majestueuse pouvait nous aider ou pouvait aider les personnes à mieux se comprendre, à faire de l'introspection ou à trouver des solutions pour franchir les défis que les personnes puissent traverser. Donc, j'ai été chercher la formation parce que il suffit pas simplement de connaître les chevaux, il faut aller un petit peu plus loin. La formation, il y a une sensibilité du cheval, il faut être capable de comprendre le comportement du cheval, puis associer ça avec le comportement du client. Puis, dans le cadre de la thérapie assistée par les chevaux, bien, le cheval est un partenaire actif. C'est un animal grand et puissant. Puis les clients apprennent à communiquer avec lui de manière non verbale à travers leur posture, leur énergie, l'intuition. Puis cela renforce sur les clients la confiance en soi, mais aussi la capacité à établir des limites saines, à affirmer ses besoins et à cultiver des compétences de leadership et de communication. Donc, il y a plusieurs aspects du cheval qui deviennent essentiels dans ce type de thérapie-là. Je vais vouloir creuser un petit peu davantage tout à l'heure tout le volet zoothérapie, mais peut-être, Audrey, qu'est-ce qui... je sais que vous avez été particulièrement touchée par ce décès-là. C'était un ami de votre fille, mais on entend tous ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, vraiment à dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose? Et le lien que vous avez établi avec la mère, puis vous voyez, je vous avoue que je me sens pas particulièrement étrangère à tout ça. J'ai moi-même un fils de 21 ans et il va bien et tout, mais je pense que j'ai été bloquée en début d'entrevue. Là, les émotions m'ont un petit peu submergée, puis je pense que toute personne qui est à l'écoute, qui a des enfants, c'est un sujet qui est pas facile. Donc, comment vous avez établi le lien avec la maman de Robin? Bien, c'était un peu bizarre parce que Robin, moi, je connaissais pas sa maman avant, mais je la connaissais par Robin, parce que Robin me parlait beaucoup de sa maman, Marie-Lou. Puis, à sa maman, il parlait beaucoup de moi. Disons que, tu sais, comme j'étais la mère de ses amis, puis on avait une interaction qui était super agréable. Puis Robin, c'est le type de jeune avec qui il était populaire, puis il était rassembleur aussi. Puis c'est le genre où j'étais à l'aise d'avoir mes filles avec lui dans le groupe d'amis. Puis, lorsque ce fameux 13 décembre-là est arrivé... un vendredi 13, semble-t-il. Un vendredi 13 en plus, j'ai été... je me suis rendue à l'hôpital, où que toutes les amies de Robin qui venaient d'apprendre la tragique nouvelle se sont rendus. Puis là, j'ai vu Marie-Lou. C'est comme on se connaissait sans se connaître. Oui. Puis, on s'est sauté dans les bras, les deux. Puis, je me suis mis un peu à part parce que Marie-Lou avait des choses atroces à vivre. On ne se connaissait pas, mais par la suite, j'ai communiqué avec elle pour un peu lui offrir mon aide au niveau avocat. Parce que, il y a la succession, il y a beaucoup de paperasse. Puis j'essayais de voir comment je pouvais l'aider sans m'imposer. C'est un peu comme ça que j'ai fait la connaissance et que Marie-Lou est devenue une amie. Ça, c'est arrivé en 2013. Puis après ça, bien moi, sur ma ferme, sur mon ranch, là, j'avais des chevaux. C'est toujours très, on est toujours bien parce qu'il y a des arbres, puis c'est paisible, tout ça. Mais j'avais toujours le choc que ça m'avait fait, le suicide de Robin. C'est comme si j'avais une mission, puis je devais aider, puis je savais pas trop comment. J'ai commencé à penser, je dois peut-être faire juste un lieu où ce que les personnes puissent venir se ressourcer, un lieu de ressourcement. Puis, au fil des mois, à un moment donné, j'ai entendu parler de la thérapie avec les chevaux. Je savais pas que ça existait autre qu'on est bien avec un cheval, puis on se sent bien, ce type de thérapie-là, d'être avec un cheval, mais j'ai pris mes informations, puis c'était beaucoup plus poussé que ça. Donc, mon autre jumelle, l'amie dans les deux, elle est avec moi, avec les chevaux, beaucoup plus intéressée, avec les chevaux, ça fait que... l'une de vos filles. L'une des deux jumelles, oui. C'est comme si les deux
sont intéressés par les chevaux, mais une que c'est peut-être juste les regarder, mais l'autre, on fait les chevaux, on fait de la compétition. Elle s'est investie avec vous dans cette mission. Exactement. Puis, à l'époque, on est peut-être rendu en 2014-2015, la seule formation qu'il y avait, qu'on avait trouvée, était en Virginie. Donc, on a monté, moi puis elle, on a monté en Virginie pour aller chercher c'était quoi la formation sur le côté intervenant équin, comme avoir la connaissance des chevaux. J'avais déjà une connaissance au niveau de la relation d'aide, comme médiatrice, comme des formations de thérapie. Donc, mais avec les chevaux, c'est pas simplement d'être à côté du cheval. Il faut être capable d'observer le comportement du cheval, parce que le comportement le cheval va être le miroir du comportement du client. Puis, il faut être capable d'avoir la bonne observation, de poser les bonnes questions pour aider la personne à aller plus profondément en introspection. Donc, la première démarche a été d'aller chercher cette formation-là, puis par la suite, la continuer au fil des années. Puis, là, je me suis dit, bien là, peut-être que je pourrais créer quelque chose pour aider les personnes qui vivent des moments difficiles à leur faire réaliser qu'il existe des solutions. Tu sais, qu'à toute difficulté, tout défi, il y a une solution. Puis, plus je vais être capable de leur faire comprendre cet aspect-là alors qu'ils sont jeunes, comme un peu la promotion du mieux-être, plus on a de chance lorsqu'il va arriver un réel moment de détresse qui ait le réflexe d'aller demander de l'aide plutôt que de poser le geste fatal. Parce que la prévention du suicide, elle devrait se faire bien avant qu'il arrive une situation de détresse. De créer à l'intérieur de soi cette force-là, la confiance en ses habiletés. Puis ce que j'aime de votre approche, vous l'avez dit, il y a une part qui est du non-verbal. Oui. Et quelquefois, on n'ose pas verbaliser les choses. Mais là, cet intervenant-là, le cheval, nous amène à ressentir sans parler. Oui, puis le fait aussi que souvent, on a de la difficulté à extérioriser nos sentiments ou juste à mettre des mots sur un sentiment de malaise. Puis, on peut avoir la difficulté à l'exprimer à un humain, je dirais, à une personne. Puis, des fois, on se sert du cheval en disant, bon, OK, prends le cheval en laisse, va te promener un petit peu avec, puis conduis ton histoire. Conduis quelque chose que tu peux pas ou que tu n'es pas prêt à nous confier. Puis, souvent, il va y avoir un moment magique là-dedans parce que la personne, pour communiquer avec le cheval, il peut le faire avec des mots comme sans mots, mais il doit tout de même mettre des mots sur ses émotions, sur ses sentiments. Puis bien souvent, ça l'aide à en prendre conscience, puis ça l'aide à le partager avec nous comme à titre d'intervenant. Puis à partir de là, on peut aller beaucoup plus loin pour l'aider à trouver en lui les ressources qu'il a. Puis l'approche qu'on fait, notre méthode de relation d'aide axée solution, c'est que à la base, c'est que on sait que la solution est à l'intérieur du client. Nous, on est là simplement pour l'aider à la découvrir, cette solution-là. Mais c'est pas nous qui va le dire, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, mais on lui apprend à découvrir ses forces, à se voir dans le cheval par rapport à son comportement, comment il réagit avec le cheval, puis naturellement, comment il réagit avec dans son contexte social. Fait que ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs, puis de trouver des solutions, ou d'aider la personne à trouver les solutions, puis le fait qu'il l'ait trouvé lui-même, c'est comme marqué au fer rouge, là. Tu sais, on lui a pas dit, là, il a réalisé. Je peux vous donner un exemple de situation qu'on peut voir. Bien sûr. On a comme mis ensemble un client puis un cheval. Puis là, le cheval, on voit que le cheval s'éloigne ou qu'il devient nerveux. Puis c'est souvent dans le cas où lorsqu'un client l'approche avec de l'anxiété ou de la frustration.
Il le Puis là, ressent? le cheval, lui, peut réagir en s'éloignant ou en devenant nerveux. Puis cela peut refléter les émotions intérieures du client, comme même si celui-ci n'est pas conscient de ce qu'il vit intérieurement. Donc, comme intervenante, on va lui poser ce qu'on appelle nos questions puissantes qui aident à l'introspection, comme qu'est-ce que tu as ressenti juste avant que le cheval s'éloigne, par exemple. Ou qu'est-ce que tu penses que le cheval a perçu chez toi à ce moment-là? Ou quand tu es stressé dans la vie de tous les jours, est-ce que les gens autour de toi réagissent de la même manière? Fait que ces types de questions, ça permet au client de prendre conscience de ses émotions et de leur impact sur lui-même et sur son environnement. Parce qu'il observe le cheval. Audrey, on va prendre une courte pause et on poursuit notre discussion. De retour au Héros Anonyme avec André Renaud, présidente de la Fondation équestre Raide Robin. André, on parlait un peu de la nature du cheval qui agit un petit peu comme un intermédiaire pour identifier des émotions. Est-ce que le cheval est un animal particulièrement sensible à détecter les émotions? Bien, oui, puis pour lui, c'est une question de survie, parce que le cheval étant un animal de proie, il doit toujours être aux aguets, il doit toujours être conscient de ce qui se passe autour de lui, de détecter tout changement. Donc, lorsqu'il y a des émotions qui sont fortes, contradictoires, souvent, qui sont émises par les humains, parce que nous, on est des prédateurs. Puis, jusqu'à temps que le cheval comprenne qu'on est le type de prédateurs qui ne sont pas dangereux pour lui, bien, il va être à l'aguet, il va être toujours comme percevoir les émotions qui sont autour de lui, puis nous les refléter. Donc, c'est pour ça que c'est si utile là, d'avoir le cheval comme impliqué dans le processus d'intervention. Oui. Et là, depuis 2013-2014, vous êtes rendu, je crois, à plus de 500 sessions thérapeutiques? J'ai pas compris. Vous me demandez combien de sessions? Oui, c'est ça. Le temps a passé. Vous avez pu contribuer à aider beaucoup de personnes. Plus de 500 sessions thérapeutiques depuis? Oui. Puis on essaie aussi de le faire à différents niveaux, autant dans la croissance personnelle, parce que des fois, on est bloqué, il arrive dans notre vie, il arrive quelque chose, puis on n'a pas nécessairement un besoin au niveau d'un blocage précis avec ou sans diagnostic, mais on est juste rendu à une situation qu'on a besoin de mieux se comprendre. Donc, on offre aussi de la croissance personnelle. Dans le cadre des types de thérapie, on peut faire des thérapies de groupe. Puis, on aide aussi les enfants qui sont autistes, surtout, particulièrement ceux qui ont de la difficulté ou qui sont non-verbales. Parce que avec le cheval, ils vont... Ce qu'on voit, là, c'est pas que ça va être toujours comme ça, mais à date, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'ils essaient de communiquer avec le cheval. Ils finissent par trouver la façon de communiquer avec le cheval, puis ça l'aide à briser une barrière que la communication est possible avec le cheval, donc de trouver une façon de communiquer avec son humains. Entourage après. C'est ça. Puis ça l'ouvre des portes ou de d'autres handicaps où ce que l'introspection serait peut-être pas possible à cause de l'handicap, mais qu'on peut leur donner des petits moments de bien-être, juste d'être à côté du cheval ou à la limite, embarquer sur le cheval, parce que dans le cadre de notre thérapie ordinaire avec les chevaux, tout se fait au sol, parce qu'on veut que le cheval soit libre de ses mouvements. Donc, il est libre de coopérer ou de ne pas coopérer. Il est libre de lancer le message qu'il veut bien lancer au client ou à la personne qui interagit avec lui. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'au fil du temps, il y a certains de vos chevaux... d'abord, vous en avez combien? 14. 14 chevaux. Est-ce qu'ils ont développé des spécialisations émotionnelles? Bien, on est prêt à croire que oui pour certains, mais souvent,
bon, on pense qu'il y en a qui sont comme, on voit plus dans leurs yeux, qui communiquent avec le client, mais ce qui est important, c'est pas tellement ça, c'est ce que le client voit, la connexion que le client fait avec le cheval. Parce que, avant de choisir un cheval et un client, on s'assure de la sécurité pour le cheval, parce qu'on veut pas, mettons, on veut pas que le cheval ait trop de sessions une après l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui se passe. Mais dans la mesure du possible, lorsqu'il y a une connexion avec un cheval, on essaie de faire qu'il fasse équipe. Mais souvent, c'est bon d'avoir un autre cheval avec un autre type de caractère, parce que, comme dans la vie, nos collègues ou nos amis ont peut-être pas toujours le type de caractère qui est le plus facile. Puis des fois, c'est juste bon de voir que il y a des ressources où on peut agir différemment avec d'autres. Ce qu'on s'assure, nous, de notre côté, au niveau sécurité, c'est que nos chevals sont sécures dans le sens que c'est pas des chevals qui pourraient kicker ou mordre. Parce que souvent, c'est des chevaux, quand ils font ça, qui ont déjà eux-mêmes une problématique. Oui. Donc, c'est des chevaux qui doivent être à l'aise avec les humains. Mais on a des chevaux qui sont un peu plus anxieux que d'autres. Donc, souvent, les chevaux qui est anxieux, j'aime faire une équipe avec une personne anxieuse aussi. Qui peut refléter les émotions. Oui, mais aussi, ce que ça peut aider, c'est si la personne anxieuse veut connecter avec le cheval anxieux, elle va devoir trouver une façon de diminuer son anxiété pour pouvoir faire diminuer l'anxiété sur le cheval. Puis inconsciemment, ça va se faire jusqu'à consciemment, elle réalise que elle a trouvé la façon d'être moins anxieuse parce qu'elle avait besoin de ça pour pouvoir communiquer avec le cheval. Puis ça lui fait découvrir cette capacité-là qu'elle pensait peut-être qu'elle n'avait pas. Je lisais sur votre site Internet, entre autres, certains témoignages, celui de France, 25 ans, qui disait justement, aux prises avec des problèmes d'anxiété, de dépression, qu'elle avait tenté plusieurs types de thérapies. Et c'est grâce à ce jumelage avec un cheval qu'elle a pu voir des changements qu'elle n'avait jamais observés auparavant. Oui, puis c'est ce qui est un petit peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce lien-là dans le cadre d'une thérapie avec les chevaux. Des fois, on se dit, ça a l'air, c'est comme une image, c'est comme un roman. Là. Il faut vraiment le vivre pour voir qu'est-ce que ça peut apporter là, à la personne de se voir être capable d'avoir un cheval qui pèse 1200 livres ou plus, puis être capable de connecter, de faire en sorte que le cheval va marcher au même pas que cette personne-là, ou que le cheval va écouter ses directives, là, toujours au sol. Puis de réaliser qu'il faut souvent changer notre comportement si on veut que le comportement des autres change. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de petits miracles comme ça qui va progresser. La personne qui veut augmenter son leadership ou sa confiance en soi, puis qu'elle réalise à un moment donné que elle a cette force en elle. Ce que je raconte souvent comme exemple, j'avais une jeune fille elle avait peut-être 15 ans qui avait de la difficulté à dire non. Puis, elle travaillait avec un cheval, puis on mettait avec le cheval un bol là, de traite, là, tu sais, que les chevaux ont de la misère à respirer. Puis, j'y avais mis avec elle un petit miniature, pour pas qu'elle soit impressionnée par la grosseur du cheval. Puis là, j'y avais fait un genre de mise en situation en disant, toi, tu es la gardienne, puis tes parents ont demandé que l'enfant, qui était le cheval, ne mange pas de cochonnerie. Fait qu'il faut que tu l'empêches de manger dans le bol, parce que c'est des chips, c'est des bonbons, puis le parent veut pas. C'est que là, la jeune fille, elle avait de la difficulté parce qu'il fallait qu'elle pousse le cheval, mais elle n'était pas capable, elle avait peur de ne pas se faire aimer par le cheval, puis d'être trop sévère, fait qu'elle n'a pas réussi l'exercice. Puis après ça, j'ai dit, on va juste changer la donnée. Donc, t'es encore une gardienne
de l'enfant, qui est le cheval. Mais là, dans le bol, c'est des médicaments. Puis, si l'enfant ou le cheval mange, ben, il va mourir. Parce que là, elle a trouvé la force d'empêcher le cheval. Puis, ça a été pour elle une révélation. Puis, en revenant, elle a dit à sa mère, « Hey, j'ai plus confiance en moi, c'est-tu à cause du cheval? Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour cette personne-là, qui croyait qu'elle n'était pas capable de dire non, puis qu'elle disait toujours oui dans le peur de ne pas déplaire aux autres, mais plus on vieillit dans la vie, des fois, il faut être capable de dire non, puis tu sais, il faut être capable de faire nos propres choix. Fait que ça a été comme un début de travail vers une meilleure autonomie, une capacité de se faire respecter, puis de travailler ça à la hauteur de ses valeurs à elle. Oui. André, je pense que votre approche est en belle progression. Vous avez maintenant jusqu'à 5 intervenants et qui sont bénévoles. Là, il faut que vous m'expliquiez comment ils arrivent à être bénévoles et à être intervenants en même temps. Bien, OK. Premièrement, c'est les personnes qui offrent leur service. C'est du monde qui, je dirais, comme moi, on a à cœur d'aider la communauté. Mais pour être bénévole comme intervenante, il faut avoir une double qualification. En général, les intervenantes que j'ai, on est une équipe de 5, c'est soit des travailleurs sociaux ou des personnes qui sont en thérapie, ils ont la portion relation d'aide. Puis ensuite, bien, ils doivent avoir une formation, comme je vous disais tantôt, pour l'observation des chevaux, parce qu'il ne suffit pas juste de dire je connais le cheval, puis je suis une cavalière, puis je sais comment conduire un cheval. Là. C'est vraiment pas la même chose. Là. André, vraiment... je vais inviter nos auditeurs à découvrir tout l'univers des chevaux, de vos services et de vos projets qui sont en cours. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous et merci d'être une belle héroïne anonyme. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez peut-être de faire connaître un petit peu plus la Fondation Équestre Edouard Bellemare. Merci, bonne continuation. Un gros merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Cette semaine, au Héros Anonymes, on reçoit une jeune femme de 22 ans, brillante, pour nous parler d'un enjeu dont on entend beaucoup parler dans les réseaux sociaux, dans les médias, qui est les personnes trans et un peu tout ce qu'elles doivent malheureusement vivre comme difficulté. Ils ont créé l'aide aux trans du Québec et c'est une aide qui est fondamentale pour les personnes qui doivent composer avec des difficultés peut-être intérieures au niveau de leur identité, mais malheureusement beaucoup de difficultés extérieures qui sont le regard qu'on porte sur elle et elles. Et on avait envie un peu de comprendre un petit peu mieux ce que ces personnes-là vivent, mais surtout comment elles peuvent être aidées. Alors, on reçoit Victoria F. Legault, directrice générale de Aide aux trans du Québec. Bonjour, Victoria. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être ici pour en discuter avec vous. Ben oui, je dis que c'est un peu dans les médias, mais je pense que les gens... Il y a des gens qui sont vraiment de tout cœur avec la cause parce qu'on comprend que c'est un parcours identitaire qui n'est pas facile à vivre. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est un choix et que ça peut être contagieux. Tu sais, on regarde au niveau des écoles, on voit que dans certaines écoles, on ne veut même pas parler de cette éducation sexuelle-là, comme si... puis je pense qu'on fait beaucoup aussi de mauvais liens avec l'homosexualité. Fait que peut-être avant de parler de votre organisme, démêler un petit peu, là. Premièrement, la différence entre trans, non-binaire puis homosexualité. Ben oui, bien sûr. En fait, on va parler, pour les personnes homosexuelles, on va parler d'orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment l'attraction là, vers une autre personne, vers un autre genre. Tandis que quand on parle des personnes trans, non-binaires, même intersexes,
on fait vraiment référence à l'identité de genre. Donc là, ça n'a aucun lien avec notre attirance envers d'autres personnes. C'est vraiment plutôt ce qu'on est, nous, notre identité personnelle. Puis donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes, effectivement. Je pense qu'on entend souvent, là, il y a beaucoup d'amalgames pour les gens qui connaissent peu les personnes trans, non-binaires. Il y a beaucoup d'amalgames avec les drag queens aussi. Oui. Il y a des personnes trans qui font du drag, mais il y a aussi des hommes gays qui font du drag. La drag, c'est vraiment c'est un costume, c'est un médium, c'est une forme d'art. Oui. C'est pas une identité. Donc, il y a vraiment, effectivement, des grosses différences entre les deux. Est-ce que ça se peut que justement, on se mélange puis qu'on fait des mauvaises associations avec les drags qui sont un personnage et non pas une identité de personne? Oui, c'est ça. Ben oui, ça arrive encore, effectivement. Puis, je pense que c'est peut-être pas si clair pour les gens, mais oui, comme vous le dites, c'est vraiment un personnage. Donc, c'est un costume de scène. Ça pourrait être... on pourrait faire une comparaison à n'importe quel autre personnage de scène, là, que ce soit un clown ou un personnage de cirque, c'est un peu la même chose. Ça a vraiment pour but de divertir. C'est pas... La personne ne va pas vivre sa vie de tous les jours dans ce personnage, là. Donc, oui. Quelles sont les plus grandes difficultés, les personnes qui vous appellent, les plus grandes difficultés qu'ils et elles vivent? Ben, les personnes trans et non-binaires là, font encore face à plusieurs difficultés, notamment dans la recherche d'un emploi. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous consulter, qui nous disent, bon, j'ai vraiment beaucoup de difficultés là, à trouver un emploi et je sais, disons que après avoir passé un entretien d'embauche, les gens ne me rappellent pas parce que je suis trans ou évidemment sans le dire, mais il y a toujours cette discrimination-là qui est un peu subtil, mais bon, qui est pas direct, qui est indirect. Donc, il y a ces gens-là qui ont de la difficulté à trouver un emploi, puis il y a des gens qui viennent nous voir aussi qui nous disent « Moi, je travaille dans cette entreprise-là depuis 5 ans, puis je suis cette semaine allé voir mon boss, je lui ai dit je vais débuter une transition de genre parce que je me questionne là-dessus depuis plusieurs années, ça fait longtemps que j'y pense, puis il y en a qui perdent leur emploi, là. Donc, ça arrive encore qu'il y a des gens qui perdent leur emploi lors du coming out, lors de l'annonce d'entreprendre une transition, ce qui contribue là, à la précarité financière aussi des personnes trans et non-binaires. Donc, il y a tout ça, mais il y a aussi, bon, la recherche du logement, c'est la même chose. On va se buter là, à des propriétaires qui ont des gros préjugés, qui voudront pas donner un logement, en fait, à des personnes trans ou non-binaires. Donc, c'est vraiment ces trucs-là systémiques. Même l'accès aux soins, ça reste un enjeu là, majeur. L'accès aux soins transaffirmatifs, qu'on va dire. Donc, c'est des soins en lien avec la transition, comme, par exemple, bon, l'hormonothérapie qui va venir changer là, certaines parties du corps. Aussi, l'accès à toutes sortes de chirurgies de féminisation. Par exemple, on peut penser à une augmentation mammaire. Voilà. Puis de quelle manière vous les aidez? Nous, en fait, donc notre organisation Aide aux trans du Québec, c'est un organisme qui offre du service direct à la population. Donc, on a une équipe composée uniquement de personnes trans et non-binaires elles-mêmes, qui sont aussi des sexologues. Okay. Donc, autant formés professionnellement, mais de comprendre la réalité de l'intérieur. Exactement. Je pense que c'est vraiment la particularité de nos services puis de notre organisme, c'est qu'on offre donc des services professionnels qui sont vraiment donnés par des gens qualifiés, mais qui ont aussi toute l'expérience vécue de la transition. Puis les gens se sentent en confiance de venir nous voir puis de nous parler. Donc, on a des rencontres d'aide psychosociale là, individuelles. On en offre, donc c'est ça, individuellement, mais aussi des rencontres même familiales. Donc, ça pourrait être avec, disons... Des parents? Oui, c'est ça, des parents avec un enfant de 10-15 ans qui se questionne. Les parents savent pas comment l'accompagner. L'enfant a besoin de parler. C'est important, tu sais, d'accompagner, je pense, l'enfant, en fait, là, dans ses questionnements. Puis, donc, on offre ces services-là. On offre aussi des rencontres de groupe, donc virtuelles chaque semaine, des rencontres hebdomadaires pour les personnes trans, non-binaires ou même qui se questionnent, qui peuvent venir parler de leur questionnement. On a également une ligne d'écoute, donc une ligne d'écoute 7 jours sur 7, de 9h à 21h. On reçoit toutes sortes d'appels sur notre ligne d'écoute. Là. C'est autant des personnes qui se questionnent qu'on peut avoir justement des parents. Il y a même des professionnels de la santé
rencontrés qui nous téléphonent pour nous dire aujourd'hui, j'ai reçu une personne qui se questionne dans mon bureau, quels sont les meilleurs outils que je peux utiliser pour l'accompagner là-dedans. Donc, on reçoit vraiment toutes sortes d'appels. Puis, d'un autre côté, on a nouvellement un programme d'aide en emploi aussi, justement, qui est dédié aux personnes trans et non-binaires. Puis, on a un service de formation et d'ateliers de sensibilisation qu'on offre à l'externe dans des entreprises et différents milieux. Comment vous réussissez à mener tous ces services-là? Vous êtes une équipe de combien de personnes? On est une petite équipe. On a beaucoup de services par rapport à la taille de notre équipe. À l'heure actuelle, on est une équipe de 8 et ça comprend donc une personne stagiaire en sexologie. Donc, une petite équipe qui en fait beaucoup avec des moyens limités. Là, on le sait, le milieu communautaire, je pense qu'il faut être créatif. On fait des miracles souvent, avec pas grand-chose. Et il y a des bénévoles aussi qui Oui, vous aident? Effectivement. Puis on est tout en processus de restructuration. Là. En fait, on a entrepris un gros chantier l'année dernière concernant une restructuration de nos services et également, on a refait notre site web, notre identité visuelle, le logo et tout ça. Puis là, cette année, on s'attaque vraiment à notre ligne d'écoute, justement, qui est maintenue par des bénévoles. On est en train de voir comment l'améliorer, comment améliorer le service, comment recruter davantage de bénévoles aussi. Donc oui, on a des bénévoles, là, mais en quantité limitée pour le moment. On travaille là-dessus. On parlait du service de l'emploi, de la difficulté de trouver des emplois. Est-ce qu'informellement, il ne se construit pas un certain répertoire d'employeurs plus ouverts que d'autres? Oui, absolument. Déjà, en fait, les entreprises qui vont nous contacter, nous ou d'autres organisations qui offrent des formations de sensibilisation sur les réalités, les enjeux des personnes LGBTQ+. On sait que ces entreprises-là, déjà, ont entrepris un premier pas, là, j'ai envie de dire, vers l'inclusion, vers l'inclusivité puis l'ouverture. C'est pas tout, là, de faire ça. Il y a des choses à mettre en place pour bien accompagner les gens qui se questionnent sur leur identité de genre, disons, mais oui, il y a un répertoire là, informel pour le moment qui se construit. Puis en fait, ça fait partie de notre projet même de mettre vraiment un répertoire sur pied d'employeurs qu'on va dire trans-friendly, donc qui sont ouverts là, à travailler avec des personnes trans et non-binaires. Puis on aimerait éventuellement avoir des partenariats même avec des entreprises qui nous diraient on a des emplois d'ouverts, n'hésitez pas à nous envoyer des gens. Tu sais. On envoie le message s'il y a des employeurs à l'écoute, parce qu'il y a de plus en plus cette démarche-là on voit des classifications, il y a toutes sortes de sites, Glassdoor et autres, où on peut témoigner de la culture d'une organisation avant d'aller en entrevue pour savoir si ça nous convient bien. Donc, le fait pour des personnes trans de savoir qu'elles ont plus de chances là, de vivre avec l'épanouissement dans cet endroit-là, mais surtout de savoir est-ce qu'on ne m'a pas retenu parce qu'il s'agit vraiment du fait que je suis trans ou parce que je conviens pas au poste, parce qu'on le voit un peu aussi avec les communautés culturelles. C'est pas parce que des fois on est une personne noire ou une personne d'origine asiatique, mais c'est tout simplement qu'on convenait pas au poste. Donc la ligne est fine. Comment on fait pour savoir la vraie raison? C'est évident, c'est très complexe, puis en fait, c'est difficile d'en être certain, puis souvent, même quand il y a des personnes qui en sont profondément certaines, elles vont pas, disons, porter plainte ou quoi que ce soit, parce que comment tu le prouves, tu sais. Mais ce qu'on voit dans les... Tu veux pas non plus passer pour... une personne qui fait de la victimisation. Non, effectivement. Mais ce qu'on voit dans les statistiques tout de même, c'est que il y a énormément de personnes trans qui sont hautement qualifiées, là, malgré ce qu'on pourrait penser, qui ont des diplômes universitaires, qui pourraient travailler là, dans des domaines où est-ce qu'il y a d'excellents emplois. Par contre, lorsqu'elles vont passer des entrevues pour ces postes-là et qu'elles ont effectivement sur papier là, toutes les qualifications requises, elles n'obtiennent pas le poste. On voit en fait qu'il y a une grande majorité de personnes trans qui occupent des postes qui reflètent pas en fait leur niveau de qualification. Donc des postes là, qui vont pas nécessiter d'études. Ce qui devient un cercle vicieux d'une certaine manière, parce que et quand on dit malgré ce qu'on pourrait penser, qui pense que les personnes trans n'ont pas ces qualifications-là? Je pense que depuis les dernières années, on voit davantage de représentation positive des personnes trans et non-binaires dans les médias, notamment. En fait, juste aujourd'hui, j'ai envie de dire, on nous tend davantage le micro qu'avant. On nous invite à venir parler de nos réalités et tout ça. C'était pas une chose qu'on voyait il y a quelques années à peine, là. Puis, il y a quelques années, justement, lorsqu'on parlait de personnes trans non-binaires
juste dans un film, par exemple, ou dans une série, ce qu'on voyait, c'était souvent une personne trans qui est dans la rue, qui fait du travail du sexe, qui se drogue. C'était l'image qu'on avait d'une personne qui est mal dans sa peau, qui va pas bien. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à voir que c'est possible qu'il y ait des personnes trans et non-binaires qui réussissent, qui occupent des postes, qui ont une famille, qui ont le même parcours que n'importe qui d'autre, en fait, puis que c'est pas justement un obstacle. Donc, je pense que cette représentation positive-là, elle est très importante. On commence à en voir davantage, puis on le sait que ça a un impact sur les gens aussi, puis la perception des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voyaient justement juste comme ça avant, là, tu sais, puis qui voyaient pas non plus que c'était possible qu'on soit intégré de cette façon-là dans la société, puis productif pour la société de cette manière, si on veut. Je vais lancer d'ailleurs le message aux employeurs. Si vous avez envie de vous intéresser davantage, vous ouvrir davantage, je vous invite à écouter quelques épisodes de notre balado Inclusion Inc. Nous avons, entre autres, reçu Béatrice Robichaud, qui est la présidente de Pantera, qui est elle-même une femme trans. Également le cabinet Nuance, qui sont dans l'inclusion. Et l'une des fondatrices se décrit comme neuroqueer, donc c'est des entrevues vraiment intéressantes à écouter. Victoria, pourquoi ce préjugé-là de contagion sociale? C'est une théorie qui part de très loin, en fait. Là, c'est des études qui ont été d'ailleurs réfutées à maintes reprises par des professionnels dans la recherche et tout ça, qui aujourd'hui, effectivement, n'ont pas du tout de sens. Le phénomène de contagion sociale, on en parlait il y a quelques années aussi, là, quand on parlait des hommes gays. Là. C'était la grosse crainte, justement. Vous allez me le faire virer. Oui, c'est ça. Vous allez virer nos enfants homosexuels, comme si, on avait des pouvoirs magiques. Là. C'est en effet donner beaucoup de pouvoir à quelqu'un. Absolument. Puis, donc, effectivement, ça tient pas du tout la route. C'est pas quelque chose qui est possible de faire, puis c'est pas quelque chose qu'on voudrait faire non plus. On entend beaucoup des préjugés aussi, ou des mots durs là, à notre égard. Justement, tu sais, dans les années 80-90, on disait beaucoup des hommes gays, c'est des chasers, tu sais, ou c'est des prédateurs. Ou, on réutilise aujourd'hui ces mots-là envers les personnes trans, souvent les femmes trans, on nous personnifie là, comme des monstres. C'est quelque chose c'est pour semer la peur, en fait, je pense. C'est beaucoup d'incompréhension aussi, des gens qui, effectivement, prennent pas le temps d'avoir une conversation comme on a aujourd'hui là, avec des personnes qui le vivent, tu sais. En fait, c'est la peur de la différence. Totalement. Parce qu'on le voit avec l'immigration, on le voit dans toutes sortes de situations. Dès qu'on est face à quelqu'un qui est pas similaire à nous, on se questionne. En fait, on devrait se questionner plutôt que d'aller dans les préjugés. Victoria, on fait une courte pause et on continue notre discussion tout de suite après. Bien sûr. Okay. Retour en studio au Héros Anonyme. Nous recevons Victoria F. Legault, directrice générale de l'Aide aux trans du Québec. Rebonjour, Victoria. Donc, on parlait il y a des peurs, il y a des préjugés, et c'est souvent un préjugé face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Par contre, on peut vraiment observer là, qu'il y a une recrudescence de la haine ces temps-ci face à, justement, aux trans. On parle de l'immigration aussi informellement. On voit qu'il y a des manifestations. Qu'est-ce qui se passe avec notre société? Ben c'est fort inquiétant, effectivement, parce que c'est pas quelque chose qu'on observe là, juste ici, loin de là. C'est un peu partout dans le monde. Il y a tout un mouvement... Nos voisins au sud, entre autres. Oui, absolument. Il y a une radicalisation de la pensée, en fait. Puis
ça prend une ampleur énorme. Puis, en fait, c'est un mouvement aussi qui est plus grand là, que les personnes trans et non-binaires. C'est un mouvement vraiment anti-droit, tu sais, qu'on voit qui touche à tout le monde. Là. Même, on parle d'avortement. Donc, il y a des groupes anti-avortement qui vont souvent être anti-LGBTQ+, qui vont souvent être anti-immigration. Tu sais. C'est souvent le même type de personnes là, qui s'en prend aux groupes plus minoritaires, disons. Puis, effectivement, même ici, on commence à voir ça. Il y a eu des grosses manifestations. Là, je pense à... en fait, il y a un an, en octobre dernier à Montréal, il y a eu des grosses manifestations anti-éducation à la sexualité, anti-personnes trans, justement. Puis, ça avait pris toute une ampleur. Puis, le gouvernement Legault avait annoncé suite à ça la création du comité de sages sur l'identité de genre pour que, des personnes se penchent là, sur notre existence, finalement, puis tout ça. Comité sur lequel il n'y a aucune personne qui vit elle-même la réalité. Effectivement, aucune personne trans, non-binaire, mais aucune personne non plus qui est expert dans ce champ-là là, non plus. Donc, il y a eu de vives contestations de la communauté. Mais en fait, là, tout simplement, la semaine dernière, il y avait encore au centre-ville à Montréal une manifestation, un an plus tard, le même type de manifestation, manifestation anti-trans. Puis souvent, il y a des slogans là, haineux, évidemment, mais même une rage, là, ça peut prendre même des proportions de violence physique. Puis on a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous consulter, qui viennent chercher nos services, qui nous disent effectivement, je le sens que je vis plus d'isolement qu'avant, de rejet. Je suis seul dans le transport en commun, puis j'ai peur que les gens savent que je suis trans, et puis d'être visé, là, tu sais, ou quoi que ce soit. Donc c'est super inquiétant, ce climat-là. Malgré toute les avancées sociales là, qui ont eu lieu ici au Québec là, dans les dernières années, là, on remarque effectivement que du côté social, il y a comme un retour en arrière, là, absolument. Qui est malheureusement regrettable, mais qui effectivement est beaucoup plus large. Spontanément, quand tu parles de regard, je pense à Lawrence Anyways, film de Xavier Dolan, où la première scène que le professeur décide d'assumer et d'assumer son identité féminine, les regards, juste qu'on le voit de dos, on la voit de dos, et on voit le regard des gens. C'est assez puissant comme film. Oui, absolument. Puis c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes trans pourraient dire aussi qu'elles se sentent regardées comme ça en public parfois. Ça, on le vit encore définitivement. Ouais. Comment toi-même tu l'as vécu, Victoria, je peux te demander? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très accueillante, très aimante, très ouverte aussi. J'ai eu donc la chance, je dirais, effectivement, de débuter une transition jeune. J'ai entrepris des démarches avec des professionnels de la santé là, autour de mes 15 ans, où est-ce que, je me questionnais beaucoup à ce moment-là. J'avais vécu toutes sortes de problèmes là, avant, effectivement, moi aussi, de l'isolement, dépression, même à cet âge-là, ça allait pas du tout. Puis aussitôt, en fait, que j'ai été capable de mettre un mot sur comment je me sentais, il y a tellement de choses qui ont eu du sens pour moi. Puis je pense que ça a été la même chose, même pour mon entourage, tu sais, qui me voyait aller depuis maintes années. Puis donc, j'ai débuté une transition jeune. Ça va faire pratiquement 8 ans là, bientôt. Puis je peux dire que ça change une vie, là, définitivement. Ça change une vie. Puis ce qui est important, je pense, dans un processus de transition, ce qui fait toute la différence, c'est l'acceptation de l'entourage, c'est le soutien des parents. Ça a un impact immense, en fait, sur son bien-être, sa santé mentale, mais aussi sur le cours de ta vie par la suite. Là, je me trouve chanceuse, comme je dis, parce que j'en connais d'autres, des personnes trans de mon âge qui ont annoncé à leurs parents qu'ils souhaitaient entreprendre une transition et qui n'ont pas du tout eu là, la même acceptation que moi. Il y a des personnes LGBTQ+, mineures qui se retrouvent dans la rue parce que ces personnes-là sont expulsées de leur foyer familial. On le voit que dans la population itinérante, il y a une proportion vraiment énorme, là, en fait, de personnes LGBT dans ces populations-là. Donc, c'est vraiment, ça a un impact sur tout ton cours de vie, là. Ton éducation aussi, j'ai envie de dire. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui vous appellent pour ces raisons-là.
Absolument, oui, Et- malheureusement. Puis qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil dans un cas comme ça? Ben en fait, nous c'est sûr que on n'est pas non plus un centre de crise, mais on fait du mieux qu'on peut pour accueillir ces gens-là, leur donner le support émotionnel ou même les envoyer vers d'autres ressources là, parfois aussi. Comme je dis, nos ressources sont limitées dans le milieu communautaire. On a à l'heure actuelle un programme d'aide d'urgence qui a été mis sur pied là, il y a quelques années déjà. C'est pour des personnes notamment qui se retrouvent soit de façon passagère ou qui perdent un emploi, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, qui sont dans une période d'instabilité financière ou de précarité là, financière. On a donc ce programme-là où est-ce qu'on offre des cartes cadeaux d'épicerie ou de pharmacie d'urgence à ces gens-là pour leur permettre de manger ou même d'avoir accès à des soins de base ou, par exemple, à l'hormonothérapie, justement, qui est encore coûteuse. Oui, parce qu'on parlait de difficulté de se trouver un emploi, donc peut-être pas l'emploi qui correspond à nos compétences. Et là, on rajoute des frais, justement, aussi c'est un cercle vicieux pharmacie, immense. des soins de santé, l'habillement. On doit changer notre... on a envie de changer. On a envie, mais oui. Ça. Oui, absolument. Puis c'est vraiment un cercle vicieux où est-ce que, précarité financière, précarité du logement, évidemment, il y a tout un cercle vicieux qui va t'amener dans avec des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, de la difficulté à t'insérer dans la société, à être une personne productive. Quand on a accès aux soins dont on a besoin, au support dont on a besoin, ça a vraiment des répercussions directes sur la façon dont on peut contribuer aussi à la société. Oui. On va essayer de nommer un petit peu parce que dans cette peur-là de contagion sociale, je pense que c'est bien de ramener un petit peu les chiffres. On parle d'un jeune sur 200 selon l'Institut de la statistique. C'est possible, oui. Okay. Donc, si on fait les calculs, là, c'est la moitié d'1%. Donc, 0,5%. Donc, il n'y a pas comme tel de contagion sociale. Ce qu'on peut comprendre, c'est que pour les personnes qui vivraient ça et qui peut-être le vivaient autrefois, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer, là, il y a une capacité, au fond, simplement d'être heureux, de s'épanouir. Ben oui, totalement. Puis, effectivement... les personnes trans existent depuis très longtemps, là, c'est recensé. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression, ils ont cette impression, là, effectivement, qu'on existe depuis, 10 ans, là. Oui. C'est pas le cas, mais les personnes trans vivaient dans la marge de la société. Tu sais, on vivait dans l'ombre de la société. On n'avait pas la possibilité, justement, de parler de nos réalités, d'occuper des postes, là, dans des entreprises quelconques. Donc, on vivait en petite communauté recluse, puis c'était ça la réalité. Puis aujourd'hui, on n'est plus là. Donc, les gens ont l'impression qu'il y a une espèce de boom, là, où est-ce qu'il y a plein de gens qui font une transition. C'est pas le cas. C'est juste qu'enfin, on voit ces personnes-là. Ces personnes-là sont plus prises dans le garde-robe, là, tu sais. Les personnes ont pu faire leur coming out. Il y a effectivement un climat qui, malgré tout ce qui se passe en ce moment, il y a un climat qui rend la transition plus facile. En fait, il y a plus de services aussi. Oui. Et si on recule, en fait, dans l'histoire, si on va le Two-Spirit des communautés autochtones, peut-être nous l'expliquer. Ben oui, ça part de très loin. En fait, la colonisation, d'une certaine manière aussi, effacé là, ce qui existait déjà chez les premiers peuples, les communautés autochtones. Il y a des personnes dans ces communautés-là qui s'identifiaient déjà comme Two-Spirit, deux esprits, donc qui sont des personnes là, qui avaient autant, c'est ça, l'esprit d'un masculin que l'esprit féminin, qui était un peu deux personnes qui vivent dans un corps. Puis bon, c'était déjà compris, respecté, accueilli, ça. Puis ça s'est complètement perdu, là, évidemment, c'est ça, avec la colonisation et tout ça, mais il y avait déjà cette notion-là de fluidité des genres, d'identité de genre. Donc, nous aussi, on le vivait d'une façon complètement différente, mais ça a repris des années quand même avant qu'on puisse en reparler, tu sais. Peut-être une dernière question. Si on est une personne, on ne sait pas, parce qu'on se dit, est-ce que je l'appelle madame, je l'appelle monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de pas assumer. Je pense que si vous demandez à une personne quels sont tes pronoms, on va comprendre, puis il y a personne qui va être froissé par ça. Au contraire, je pense que... ou à la limite aussi tu sais, on entend souvent le « bonjour monsieur »,« bonjour madame » quand on passe à la caisse, là. Mais...
si vous n'êtes pas sûr, en fait, dites-le juste pas. Dites juste bonjour, puis on va être bien contente de ça. Là. Puis pour nous, c'est vraiment pas un problème. Donc, mais je pense aussi qu'il y a la peur d'être maladroit ou maladroite là, quand on rencontre une personne. Bon, c'est ça qui pourrait être une personne trans, une personne non-binaire. Quand on approche ça avec bienveillance, avec ouverture, qu'on le demande poliment à la personne, il y a personne qui va être froissé de ça ou contrarié. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir déboulonné quelques préjugés. Et je rappelle que pour toutes les personnes qui sont en questionnement ou qui vivent des difficultés, que vous avez une ligne d'écoute et tout plein de services, Aide aux trans du Québec. Et j'en profite, je vous remercie. Puis je remercie aussi notre équipe, Catherine Bourteron, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir au Héros Anonyme. À très bientôt. Merci.